sera bien plus efficace que ce que je peux faire de mon côté. Merci pour l'intro, Jean-Luc. Bon webinaire. On va faire... Stéphane, je te laisse faire la petite manip pour que je puisse Ouais. partager mon écran. Ouais. Très rapidement, je vais commencer par me présenter. Donc, je m'appelle Teddy Malfait et je suis cofondateur et directeur général de la société Affinity Engine. Avant ça, j'ai fait à peu près 14 ans de big data pour des sociétés de distribution, pour les nommer Carrefour ou le groupe A.S. Watson, connu pour l'enseigne Marionneau en France et dans 8 pays. Et voilà, mon travail consistait à analyser les différents types de clients pour ensuite assurer qu'il y avait une proposition de valeur intéressante pour chacun des clients, soit en termes d'offres, de concept magasin, de pricing, etc. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du cœur de métier d'Affinity Engine, la personnalisation de l'expérience client, et vous montrer comment cette grande tendance de fond du web, qu'est la personnalisation, permet d'une part d'améliorer cette expérience client, mais aussi d'améliorer l'efficacité des sites marchands. Mais avant de parler de personnalisation, je vais tout simplement commencer par parler de commerce. Alors, sur le papier, le commerce, c'est très simple. Il vous faut des gens qui viennent dans votre boutique. Vous allez transformer une partie de ces visiteurs en acheteurs et vous allez essayer de leur vendre un maximum de choses. C'est exactement ça, la formule du chiffre d'affaires d'un site, d'un commerce ou d'un site e-commerce. Chacun de ces leviers, trafic, taux de transformation, panier moyen, sont totalement équivalents. C'est-à-dire si vous augmentez votre trafic de 10%, votre taux de transformation de 10% ou votre panier moyen de 10%, votre chiffre d'affaires augmente de 10%. Et pourtant, ce qu'on constate de manière assez massive sur Internet, c'est une focalisation des efforts et des investissements sur le trafic, la génération ou l'achat de trafic. Et parfois un peu au détriment des fondamentaux du site marchand. Quand je dis les fondamentaux du site marchand, c'est sa capacité à transformer du trafic en chiffre d'affaires. C'est quelque chose que vous avez totalement dans vos mains. Alors, le problème de cette approche trafic, c'est que ça coûte très très cher, et vous le savez. Et ça coûte très cher notamment parce que si on part d'un taux de transformation à 2%, qui est déjà un bon taux de transformation, ça veut quand même dire que 98% de vos visiteurs n'achètent pas. Donc il y a mécaniquement une sorte de gâchis d'argent dans cet achat et acquisition de trafic. Par ailleurs, la plupart des paniers sont de petite taille, monoproduits, et les internautes sont aujourd'hui très infidèles et globalement ne reviennent pas sur les sites où ils vont. Tout ça, ça fait donc que l'acquisition de trafic coûte très cher. Alors attention, je ne suis pas du tout en train de dire qu'il ne faut pas faire de l'acquisition ou de la génération de trafic. Bien entendu, on l'a vu, c'est un élément fondamental de l'équation. Mais avant ou en parallèle de cette acquisition et génération de trafic, il faut également, bien sûr, travailler sur l'efficacité de votre site. Et donc, pour le redire, son taux de transformation, son panier moyen, et puis rajoutons cette dimension de fidélité. Les internautes sont infidèles, on finirait par penser que c'est une fatalité, mais non, la fidélité, ça se travaille et ça se mérite. Donc, plus vous travaillez sur l'efficacité de votre site, plus d'une part, vous allez générer de chiffre d'affaires à trafic donné, et d'autre part, l'acquisition de trafic elle-même sera plus rentable, donc vous avez tout gagné. Et c'est précisément là que vont intervenir les recommandations personnalisées, qui sont aujourd'hui un enjeu majeur pour le e-commerce, et on va le voir. Pourquoi c'est un enjeu majeur? Tout d'abord parce que les internautes sont terriblement impatients aujourd'hui. 75% des internautes qui ne trouvent pas ce qu'ils cherchent en moins de 2 minutes vont quitter votre site. Si on regarde de manière un peu plus large, les internautes sont impatients, on vient de le voir, et en face de ça, le web leur donne accès à une offre totalement pléthorique, gigantesque. Première contradiction. Les internautes veulent du service et du conseil. Mais sur Internet, aujourd'hui, c'est très souvent à nous, internautes, de chercher, fouiller, trier, passer beaucoup de temps pour trouver ce qu'on cherche. Et enfin, les internautes aujourd'hui veulent de la reconnaissance. Je ne suis pas n'importe qui, je suis quelqu'un en particulier avec des spécificités, je vais être reconnu pour ces spécificités-là. Mais sur Internet aujourd'hui, encore de manière massive, on est dans l'univers de la consommation unique, les meilleures ventes, les produits les mieux scorés, etc. Et la fidélité est globalement peu reconnue,
le mieux que j'ai, c'est bonjour Teddy quand je me connecte sur un site où je viens souvent, mais très rarement on m'aide à trouver plus facilement ce que je cherche. Cette différence entre ce qu'offre Internet aujourd'hui et les attentes des internautes explique, à mon sens, en partie les fameux KPIs du e-commerce que vous connaissez. Beaucoup de taux de rebond, des abandons de panier qui représentent une valeur phénoménale pour le e-commerce, un taux de transformation très faible et cette fameuse infidélité. Alors, c'est là que les recommandations permettent d'agir. Les recommandations, ce sont des simples petites zones qui vont s'insérer sur votre site, sur les pages produits, sur les pages, sur la page d'accueil, sur les pages catégories, etc. Un peu partout dans votre site, vous pouvez mettre à disposition des internautes des suggestions de produits. L'idée, c'est donc de proposer à chaque internaute les produits qui lui correspondent. Et ce faisant, d'accompagner sa découverte de l'offre de votre site et de l'accompagner dans ses achats en les facilitant. Ça permet d'améliorer tout d'abord l'expérience client et l'image de marque de votre site. Derrière, de manière très concrète, ça va améliorer le taux de transformation, plus de ventes. Et enfin, ça permet d'agir sur le panier moyen à travers les ventes de produits complémentaires et donc d'améliorer l'ensemble de l'équation économique de votre site. Et enfin, j'allais terminer, j'allais oublier, bien sûr, ça contribue à construire la fidélisation des internautes, puisque l'expérience client positive, c'est quelque chose qui fait revenir les gens. Voilà, c'est pour ces différentes raisons qu'on a cette lame de fond sur le web et qu'aujourd'hui, de manière massive, tous les sites se mettent à la personnalisation de l'expérience client. Alors, on va reprendre les différents impacts que je viens de mentionner pour voir concrètement comment ça se passe sur un site marchand. Alors, imaginons... Alors oui, pardon, je recommence, je reviens en arrière. Donc, on va parcourir, je vous propose de parcourir un certain nombre de bonnes pratiques et d'usages qu'on peut faire de la personnalisation autour d'un site e-commerce. Alors, la première, je dirais, c'est quasiment une banalité ce que je veux dire, mais c'est quand même très important de le souligner. Il est essentiel que vous mettiez en avant les recommandations sur votre site. Typiquement, il faut le mettre sur le chemin de navigation. Sur certains sites marchands, on voit des recommandations mal placées, tout en bas d'une page produit. J'ai envie de dire, ça ne sert pas à grand-chose. Pourquoi? Parce que si les internautes étant impatients, ils ne vont pas scroller, ils ne vont pas descendre dans la page si le produit ne les intéresse pas. Donc il faut, dès le début, dès les hauts de page, idéalement au-dessus de la ligne de flottaison, indiquer déjà à l'internaute qu'on lui propose des alternatives au produit qu'il est en train de consulter. Bien, une fois qu'on a énoncé ce principe général, on va rentrer un peu dans les usages, justement, des recommandations. Alors, imaginez que je suis en train de chercher un produit, que j'arrive sur cette page qu'on voit ici. Si jamais le produit ne correspond pas à mes attentes, qu'est-ce que je vais faire? Je vais repartir d'où je viens. Et probablement, si je suis arrivé directement sur cette page, je vais repartir sur Google ou autre navigateur pour continuer ma recherche ailleurs. Alors que si on ajoute simplement une zone de recommandation sur cette page, on voit tout d'un coup qu'on a démultiplié les probabilités que je reste plus longtemps sur ce site, puisque au lieu de nous présenter un produit, on en propose 4. 4 fois plus de chances qu'il y en ait un qui retienne mon attention. C'est un effet mécanique. Ça, c'est vraiment l'effet mécanique des recommandations. Maintenant, si on injecte la dimension de personnalisation, l'idée de la personnalisation, c'est évidemment d'être plus pertinent pour plus de gens. On peut imaginer que deux personnes sont en train de regarder ce sac Lancel rose pour deux raisons totalement différentes. Imaginons une première internaute qui est sur cette page. Avant d'avoir vu cette page, elle a vu deux autres sacs roses. Et une deuxième internaute, avant de regarder cette page-ci, a regardé deux autres sacs Lancel. On se rend bien compte, à travers cet exemple un peu caricatural, que ces deux personnes se retrouvent effectivement sur la même page, mais pour des raisons totalement différentes, et qu'elles méritent des recommandations également différentes. À l'une, on va lui présenter d'autres sacs roses, et à la seconde, d'autres sacs Lancel. Voilà, c'est vraiment ça, l'enjeu de la personnalisation, c'est un enjeu de pertinence, et donc aussi d'impact des recommandations, puisque
mécaniquement, les gens vont se reconnaître davantage dans les produits recommandés. Alors, ça, c'est le premier effet des recommandations. On va travailler sur le taux de transformation. Mais les recommandations ne se limitent pas aux pages produits. Parmi les recommandations les plus utilisées, on va trouver celles qui s'insèrent sur les pages catégories ou les pages recherche. L'idée, c'est d'aider les visiteurs à rentrer dans l'offre. Moi, en tant qu'internaute, quand j'arrive sur un site et que dans une catégorie ou dans un résultat de recherche, je me retrouve avec 248 résultats, ça me plombe. Mais j'ai pas envie de regarder tout ça. Aidez-moi. Dans la vraie vie, dans un commerce traditionnel, on a le même effet. J'arrive devant un rayon avec 50 modèles de chemises. J'ai pas envie de tout regarder. Il faut m'aider. Et c'est là qu'intervient le vendeur de la boutique traditionnelle qui va écouter, qui va m'interroger sur mes critères d'achat, sur ma logique ma logique d'achat, et qui va faire une présélection. Il va aller chercher dans l'offre 4, 5 produits qui correspondent à mes attentes. Il ne va pas tous me les montrer, parce que s'il me les montre tous, je ne sais plus choisir. Il va précisément m'en montrer 4 ou 5 pour que je puisse faire mon choix. C'est exactement ça le rôle qu'on peut faire jouer aux zones de recommandation sur une page catégorie. C'est tout simplement d'extraire des résultats, quelques produits qui sont ceux qui correspondent le mieux à ce qu'on a compris des goûts et des attentes de l'internaute. Cette présélection, ça permet à nouveau de rentrer dans l'offre, de ne pas être découragé par la masse de choses à regarder. Ensuite, les recommandations peuvent également améliorer les paniers moyens, tout simplement avec la suggestion de produits complémentaires. Alors, on est là sur une copie d'écran d'une page panier où la proposition de produits complémentaires trouve très logiquement sa place. On peut également imaginer que ces zones de produits complémentaires se trouvent pour le coup en bas de page produit, puisque si l'internaute est descendu jusqu'en bas de la page produit, c'est vraisemblablement que le produit qu'il consulte l'intéresse. Et donc, mettre en perspective ce produit avec des produits complémentaires, on va dire une offre un peu complète, c'est tout à fait pertinent et c'est tout à fait le bon endroit pour le faire. Ensuite, comme on a vu tout à l'heure, la personnalisation permet de valoriser la fidélité des clients. Alors ça veut dire quoi, valoriser la fidélité des clients? C'est tout bête. Vous connaissez vos clients, ils sont déjà venus. C'est tout simplement utiliser la connaissance que vous avez de vos clients pour les aider, pour leur offrir une découverte personnalisée de votre offre. De manière très concrète, les pages d'accueil, par exemple, sont de manière très massive. On va y trouver des zones de bonnes affaires, nouveautés, comme sur ce site, promotion, etc. Très bien, mais allons un peu plus loin. Promotion, rien que pour vous, des promotions personnalisées, où on va aller chercher parmi la centaine de produits en promotion, celles qui vous correspondent à vous, internautes. On se sent bien que ça a beaucoup plus d'impact et beaucoup plus d'intérêt, et que ça va mettre en valeur vos promotions, et que ça va, en plus, optimiser votre capacité de déstockage, tout simplement parce que vous proposez le bon produit à déstocker à la bonne personne, au lieu de montrer la même chose à tout le monde. Voilà, c'est un exemple typique de la valorisation de la fidélité des clients. Le client qui se connecte sur cette homepage qui est personnalisée, il va se reconnaître dans cette homepage et ça va générer une connexion, un lien entre votre site et l'émotionnel de ce client qui se retrouve dans votre site et qui du coup a envie de revenir plus souvent. Alors, voilà pour les principaux usages sur un site marchand, mais aujourd'hui, l'expérience client ne s'arrête pas quand le client quitte votre site. On est de manière massive dans du cross-canal, du multi-canal, de commerce connecté, etc. Donc, si un de vos visiteurs quitte votre site, continuez la relation. D'autant plus s'il n'a pas terminé son panier, s'il a laissé un panier abandonné derrière lui, faites quelque chose. Alors, petit mot sur les paniers abandonnés. On estime que le chiffre d'affaires associé au panier abandonné, c'est 3 fois le chiffre d'affaires du site marchand. Vous imaginez un peu le levier gigantesque que représentent ces paniers abandonnés. Donc concrètement, quand quelqu'un abandonne un panier,
il faut agir très très vite. On estime qu'il faut agir à peu près dans les 12 heures. Donc, ce qu'on vient de faire, c'est mettre en place tout simplement des mécaniques de rappel, des mécaniques automatisées qui vont vous permettre d'envoyer à chaque personne qui laisse tomber un panier, d'envoyer un mail de rappel en disant, par exemple, vous n'avez pas terminé votre commande, peut-être n'avez-vous pas trouvé les produits idéaux, voici une sélection de produits qui pourraient vous intéresser. On est toujours sur la même logique, on va jeter des hameçons à la mer, les hameçons qui ont le plus de chances d'attirer l'internaute pour le faire revenir sur votre site et espérer qu'il transforme, tout simplement. Vous pouvez ou vous devez également remercier vos clients après l'achat. D'une part, ça vous permet de construire cette relation avec le client, vous vous souciez de lui, mais c'est également une super opportunité pour vous. Au moment où vous remerciez un client, vous lui envoyez un petit mail quelques jours après sa commande, vous allez lui dire merci pour votre dernier achat, nous espérons que vous êtes pleinement satisfait. Par ailleurs, peut-être que ces produits complémentaires pourraient vous intéresser. Et donc là, vous faites deux choses en même temps, encore une fois, vous nourrissez votre relation client et vous donnez, vous donnez un prétexte, ou en tout cas vous invitez votre client à revenir sur votre site pour acheter le bon produit complémentaire qu'il n'aurait peut-être pas acheté lors de la première visite. Et enfin, pour terminer avec ces différents usages principaux de la personnalisation, vous pouvez également réactiver vos anciens clients. Alors, un ancien client a beaucoup plus de chances de recommander chez vous que n'importe qui d'autre. C'est connu à vérifier. Donc, plutôt que d'attendre que vos clients reviennent chez vous, invitez-les tout simplement de manière personnalisée. C'est-à-dire, en fonction du cycle de vente de vos produits, je ne sais pas, un mois après le dernier achat ou 6 mois après le dernier achat, vous envoyez de manière également automatisée, c'est des scénarios qu'on met en place, un email personnalisé qui va inviter la personne à revenir avec un message du type ça fait longtemps qu'on ne vous a pas vu, on espère que vous reviendrez bientôt. Comme ça fait longtemps qu'on ne vous a pas vu, vous avez peut-être raté ces nouveautés qui sont arrivées sur le site. Là, c'est qu'un exemple, encore une fois, mais on se rend bien compte que ce type de mail, d'une part, est très légitime et sera bien accepté par vos clients, et d'autre part, sont des moyens de faire revenir ces clients sur votre site. Tout ça pour alimenter, encore une fois, l'ensemble de l'équation économique, trafic de transformation et panier moyen. Voilà, donc on a vu à travers ces quelques illustrations quel usage on peut faire des recommandations sur un site marchand, à la recherche de, à nouveau, 3 effets principaux, amélioration du taux de transformation, amélioration du panier moyen et amélioration de l'expérience client et nourrir la fidélité de vos clients. Alors, face à cette triple promesse, évidemment, toutes les recommandations ne se valent pas. Donc, je vous propose maintenant de faire un rapide historique des systèmes de recommandation qu'on trouve encore aujourd'hui sur le marché. Alors à l'origine, les recommandations, c'est pas nouveau. On pourrait dire que ça a facilement 15 ans, Amazon a démocratisé un peu la logique de recommandation avec ces fameuses zones, les acheteurs de ce produit ont aussi acheté. On est là sur une version de recommandation que j'appelle statique, non personnalisée. Pourquoi? Parce que si tout autant qu'on est, on se connecte à la même page Amazon, on sera sur le même produit, et donc les acheteurs de ce produit ont aussi acheté, on aura exactement la même réponse, quel que soit notre historique de navigation ou d'achat. Donc on se rend bien compte qu'on n'intègre pas un maximum d'informations et qu'on est un petit peu léger en termes de service aux clients. Partant de ce constat, donc les scientifiques se sont attachés au sujet et ont développé une nouvelle génération de recommandations, qui pour le coup est la première génération de recommandations personnalisées, qui s'appuie de manière très générale sur des statistiques, qui sont une approche très maîtrisée, très connue, je dirais qui a bien 40 ans. Et donc ils utilisent les statistiques pour générer à la volée, de manière dynamique cette fois-ci,
des recommandations différentes pour chaque personne. Alors différentes pour chaque personne, en fait, pas tout à fait. Pourquoi? Parce que les statistiques, d'une part, les statistiques s'appuient sur une information relativement pauvre, c'est-à-dire si je regarde, je sais pas, ce pull, pour une recommandation, un système de recommandation statistique, c'est le produit 4236. Pas besoin d'autre chose pour construire une recommandation statistique. Et le problème principal des statistiques, c'est qu'elles s'appuient sur une logique de profit type, c'est-à-dire, pour le dire autrement, une logique de grosse masse. Les statistiques sont très bonnes, elles ont été construites pour identifier des phénomènes qui se répètent. Mais on n'est pas encore dans l'individualité. Et la troisième génération, la nouvelle génération de recommandations, s'appuie cette fois-ci sur la sémantique. Et je vais rentrer un peu derrière dans le détail pour expliquer ce que ça apporte, mais très rapidement. L'apport de la sémantique, c'est d'une part que ça permet d'être opérationnel immédiatement, sans avoir de contraintes sur l'accumulation de données. Ça permet d'accéder à une information très riche, parce que tout d'un coup, ça, c'est plus produit 4236, c'est un pull beige, col V, avec une certaine matière, une certaine marque, etc. Donc beaucoup de choses qui permettent d'être plus fin dans la compréhension des goûts et des attentes des internautes, et derrière, de faire des recommandations totalement one-to-one, c'est-à-dire totalement individualisées, spécifiques pour chaque internaute. Alors pour donner un petit peu de concret derrière cette présentation des différentes générations, je vous propose de prendre tout simplement un exemple. Imaginons que j'arrive sur un produit de course en ligne et que je m'intéresse à ce produit-là, le produit 4657. Pour une solution statistique, c'est cette information, produit 4657, qui va être retenue. Alors si l'algorithme statistique a été bien construit, la segmentation a été bien construite, je vais être affecté au segment des gens qui aiment les bonbons. Et partant de là, la recommandation statistique consiste à aller chercher les bonbons préférés de ceux qui font partie de mon segment, donc de ceux qui aiment les bonbons, en l'occurrence des fraises tagada, des mi-choco et des carambars. Donc je suis en train de regarder des pastilles à la menthe et on me propose des carambars et des mi-choco. Si c'est la première fois que je viens sur ce site, je vais me dire, bon, la recommandation n'est pas très pertinente, c'est sans doute une recommandation statique, ça ne m'intéresse pas trop, mais bon. Maintenant, imaginez que ce n'est pas la première fois que je viens sur ce site, mais que ça fait 5 fois, 10 fois, 20 fois, 50 fois, 100 fois que je dis, moi, les bonbons que j'aime, ce sont des pastilles à la menthe. Vu d'une approche statistique, je n'ai fait que confirmer que j'aimais les bonbons. Donc là, l'approche statistique est de plus en plus sûre d'elle, et elle me dit, si, il est bien dans le segment de ceux qui aiment les bonbons. Et elle continue de me proposer les bonbons préférés de ceux qui aiment les bonbons. Et donc, de me décevoir dans cette recommandation. Tout le problème de cette approche statistique, c'est en fait la fameuse notion de profil type, qui est une caricature. On va chercher on va mettre les gens dans des catégories. C'est ça qu'on fait. Et ce faisant, on gomme toutes les petites aspérités, toutes les petites spécificités qu'ont chaque internaute, qu'ont chaque visiteur, et qui ferait justement qu'on serait capable de leur faire la bonne recommandation. Alors, chez Affinity Engine, on ne croit pas du tout au profil type. Chaque personne est unique, on le sait. Et donc, on a développé une approche tout à fait innovante, basée, comme je l'introduisais tout à l'heure, sur la sémantique, qui permet littéralement d'écouter ce que disent les gens à travers leur navigation. Je vais reprendre l'exemple de tout à l'heure pour vous montrer la différence. Donc, je me connecte pour la première fois sur mon site de course en ligne et je m'intéresse à ce produit. Tout d'un coup, c'est plus le produit 4657, ce sont des pastilles à la menthe verte, à la gomme très tendre et très parfumée, qui s'intègrent, qui ont une marque, qui s'intègrent dans une catégorie, une sous-catégorie, qui ont des caractéristiques, etc. Au fil de ma navigation, l'algorithme va tout simplement croiser l'ensemble des données sémantiques que je laisse. C'est-à-dire, il va croiser en fait l'information sémantique de chacun des produits que je consulte ou que j'achète. Ce faisant, et sans aucune caricature, on va commencer à voir émerger des choses. Donc, bien sûr, point commun entre tous ces produits-là, ce sont des bonbons. Alors là, on pourrait dire, mais c'est exactement ce que l'algorithme statistique avait dit. Oui, tout à fait. Mais les bonbons, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant dans ce qui émerge.
quand on croise les informations de ma navigation. Les pastilles à la menthe, c'est beaucoup plus pertinent et beaucoup plus fort, tout simplement parce que c'est plus rare. Des gens qui aiment les bonbons, il y en a plein. Il y a ceux qui aiment les carambars, les mi-chocos, les fraises sagada, les pastilles à la menthe, etc. Des gens qui aiment les pastilles à la menthe, il y en a moins. Donc, naturellement, ça va ressortir dans la signature du visiteur. Une fois qu'on a compris quelles sont mes attentes, pastilles à la menthe, il est relativement simple d'aller chercher dans l'assortiment les bons produits qui correspondent à mes attentes. Et là, on voit tout de suite que, oui, naturellement, quelque part, la proximité de la recommandation avec ma navigation va être plus forte. Alors, on va me recommander des pastilles à la menthe. On peut aussi me recommander des pastilles à l'eucalyptus. Alors, pourtant, il n'y avait pas d'eucalyptus dans les produits que je suis allé consulter. Mais il y avait de la menthe forte. Et on sait, enfin, la sémantique sait qu'il y a un lien entre eucalyptus et menthe forte. Et donc, tout naturellement, on est capable de me proposer des produits à l'eucalyptus. Et enfin, pour illustrer un peu la logique sociale de la recommandation, donc la logique sociale, c'est, je dirais, les acheteurs de ce produit ont aussi acheté. On est capable, par exemple, dans un autre rayon, le rayon parapharmacie, de me conseiller un spray pour la laine fraîche, qui est le produit parapharmacie le plus consulté par ceux qui, comme moi, achètent beaucoup de pastilles à la menthe. Donc on passe d'un modèle statistique avec des groupes prédéfinis à quelque chose de beaucoup plus souple, beaucoup plus proche de chaque personne. Et c'est vraiment ça, je dirais, l'apport de la sémantique et la vision qu'on peut avoir de la personnalisation qui, poussée à son extrême, est une individualisation des propositions de valeur. Un autre apport important de la sémantique, c'est que, de par la richesse d'informations qu'elle fournit, on peut avoir des recommandations dynamiques tout de suite, dès la première session. Pour le dire autrement, il n'y a aucune contrainte sur les historiques d'achat. Une recommandation classique de type statistique a besoin de beaucoup de données de vente avant de pouvoir travailler. Donc, si vous rentrez un nouveau produit dans votre catalogue, ce produit n'est pas connu de la solution statistique. On est obligé d'attendre qu'il soit vendu peut-être 40, 50 fois, 100 fois avant de réussir à le cataloguer proprement. Avec une approche sémantique, c'est instantané. Pourquoi? Parce que vous rentrez un nouveau produit dans votre catalogue, il a déjà une description, il s'inscrit déjà dans une catégorie, dans des sous-catégories, il a déjà des qualifiants. Bref, on a déjà plein de matières pour comprendre le produit et savoir à qui il peut correspondre. Et de manière symétrique, quelqu'un qui arrive pour la première fois sur un site, pour une recommandation, enfin pour un système statistique, cette personne n'existe pas, on n'a pas d'informations. On a vu à travers les exemples précédents que la caricature allait être sévère. La personne regarde un bonbon, paf, forcément il est gourmand et on lui propose les produits des gourmands. Alors qu'avec une approche, avec l'approche sémantique, sans caricature, on va juste suivre pas à pas, en temps réel, chaque pas de l'internaute et interpréter ce qu'il nous dit pour coller de mieux en mieux à son besoin et l'aider au maximum dans ses achats. Voilà, donc grâce à cette notion de service sur mesure, aujourd'hui, on mesure auprès de notre parc client que 34% des ventes ont été prédites par notre algorithme de recommandation. Autrement dit, dans 34% des cas, le produit acheté avait été recommandé par l'internaute. Il n'a pas forcément cliqué sur la recommandation, peut-être qu'il n'avait pas vu la zone de recommandation, mais en tout cas, on lui avait conseillé. On note un taux de transformation absolument délirant chez les utilisateurs de recommandation, 11% de taux de transformation moyen. Pour dire les choses autrement, les acheteurs utilisent massivement les recommandations pour trouver leurs produits et pour aller au bout de leurs achats. Donc ça valide la valeur d'usage des recommandations. Et enfin, on mesure un impact tout à fait important également sur les paniers moyens, plus 20% de paniers moyens chez ceux qui utilisent les recommandations. Donc c'est quelque chose de vraiment notable. Et au global, si on cherche à quantifier un peu l'impact global sur les ventes, on voit qu'en moyenne, encore une fois, 8% des ventes sont générées suite à un clic sur une recommandation. Donc on a recommandé des produits, la personne a cliqué dessus, elle est allée sur la page du produit, elle l'a mis au panier et elle l'a acheté dans la même session.
Voilà pour l'impact des recommandations. Alors, juste pour conclure, Affinity Engine, c'est pas juste une solution de recommandation. Tenez, on vous donne un petit CD-ROM et puis vous vous débrouillez. Non, c'est pas du tout ça. Chez Affinity Engine, on a une vraie culture du service aux clients et on se voit comme des partenaires de nos clients. Et pour le prouver, d'une part, le service est sans engagement, donc quelque part, on se met en risque pour nos clients. Si nos clients ne sont pas satisfaits, ils ont le droit de partir. Donc, si on a des clients aujourd'hui, c'est qu'ils sont satisfaits. Deuxième point, on propose une facturation à la performance, c'est-à-dire qu'on ne gagne d'argent que si vous-même, e-commerçant, gagnez de l'argent. On va prendre un petit pourcentage du chiffre d'affaires généré à travers la recommandation. Et enfin, on a une politique de conseil et d'accompagnement de nos clients. Donc, au-delà de, je dirais, des informations, des dashboards en temps réel qui existent dans le back-office de la solution, on a, nous, un rendez-vous tous les 30 jours. On va faire un bilan des 30 derniers jours passés sur le site avec une mesure d'impact, une mesure de taux de clic, etc., sur les différentes zones de recommandation pour aider nos clients à exploiter au mieux les recommandations et à générer un maximum d'impact. C'est notre intérêt commun dans cette logique de partenariat. Voilà, pour terminer, on propose à tous nos clients 30 jours d'essai gratuits pour tout simplement découvrir un peu les fonctionnalités et ce qu'on peut faire avec la personnalisation, et puis tout simplement aussi mesurer d'une part la pertinence et d'autre part l'impact que la personnalisation des recommandations peut apporter au site. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez bénéficier. Voilà, je pense avoir terminé cette présentation des recommandations, de l'apport de la personnalisation à l'e-commerce, comment ça permet d'améliorer, en synthèse, donc le taux de transformation, le panier moyen et la fidélité des internautes. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de rendre la parole et de me mettre à votre écoute. Si jamais il y a des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre tout simplement. Merci beaucoup Teddy, très intéressant et instructif au niveau des chiffres clés, des taux de transformation qui sont générés. Donc effectivement, un moment d'échange, c'est le moment si vous avez envie d'avoir des précisions, envie d'approfondir certains points, d'interagir avec Teddy. Donc signalez-vous, soit par chat ou je peux vous ouvrez le micro pour avoir une interaction audio, poser votre question. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà des questions à poser à Teddy. Ça se manifeste pas pour l'instant, mais on peut vous laisser un petit instant. Certainement que ça a été très clair. Au niveau des use cases, peut-être que tu peux, donc là tu as illustré concrètement au niveau des sites sur lesquels tu interviens ou sur lesquels tu as déjà mis en œuvre. Oui, alors on a on a vraiment des clients de tout secteur. On a alors c'est pas une animation, voilà. On a donc par exemple dans le textile, on a le site français, Papa Piqué Maman Cou, Vicomte Arthur, 727 Sales Bags. On travaille également dans le sport, dans la mécanique. On a des sites de moto, d'automoto. On travaille également sur des sites des sites de loisirs de manière générale, des sites de chasse, etc. On a de l'alimentaire, on a de la pharmacie, de la parapharmacie. Alors, voilà, au-delà de citer juste tous ces secteurs dans lesquels on intervient, ce qui est intéressant à noter, c'est que la sémantique, elle, est universelle. L'homme se construit autour des mots, l'homme s'exprime à travers des mots, donc les mots permettent de comprendre n'importe quel type de e-commerce et donc de générer de la pertinence de recommandation, quel que soit le secteur. D'accord. Ah, tiens, je vois une question là. Donc, combien de temps pour mettre en place une stratégie, exemple concret? Alors,
pour mettre en place des recommandations personnalisées sur un site, ça se fait très très vite. On a différentes options aujourd'hui chez Affinity Engine pour mettre en place le système de recommandation. Si je m'appuie sur le plus universel, on en a un qui se connecte à n'importe quel type de site e-commerce, quel que soit son CMS. L'ordre de grandeur, c'est que entre le moment où vous donnez votre go, on a à peu près besoin de 2 jours pour que les recommandations soient en ligne. Juste le temps, on va dire, de planifier l'intégration et de faire les premiers paramétrages pour se mettre en route. Donc c'est globalement rapide. Autre point, il n'y a pas de charge de travail chez vous. Parfois on me pose cette question, est-ce qu'il faut que je retravaille mon catalogue produit? Est-ce que j'ai besoin de revoir des choses sur mon site? Est-ce qu'il faut que je mette à disposition des informations? La réponse est non. Bien que la solution soit sémantique, donc bien sûr elle va s'appuyer sur les informations qu'il y a dans vos descriptifs produits, mais la plupart des sites marchands ont déjà des descriptifs produits. Si vous n'en avez pas, il est important de s'y mettre parce que c'est évidemment un levier important pour la transformation basique. Mais nous, chez Affinity Engine, on est habitué à prendre l'information qu'il y a et se débrouiller avec ça. Pour prendre juste un cas extrême, imaginez un site qui n'ait aucun mot, il n'y a aucun mot sur le site. Il restera des identifiants de produits. Et donc, dans ce cas-là, comme on a capitalisé sur l'existant, quelque part, on fera aussi bien qu'une solution statistique. Et dès qu'il y a de la sémantique, hop, on capitalise et la sémantique commence à générer tous ces apports. D'accord. Et après, enfin juste pour compléter la réponse, après moi j'entends souvent parler, on a des retours, hein, des clients qui nous parlent de nos concurrents, etc. J'ai assez régulièrement des retours où on me dit, avec cette solution concurrente, j'ai dû attendre 20 ou 30 jours avant d'avoir des premières recommandations. Pourquoi? Parce que, encore une fois, les solutions statistiques sont gourmandes en données. Elles ont besoin de beaucoup de données pour fonctionner. Et donc, parfois, avec une solution statistique, on est obligé d'attendre avant d'avoir des recours. Alors que chez nous, à partir du moment où vous avez validé l'intégration, vous êtes satisfait avec l'intégration, on met en ligne, et puis les recommandations sont là, dynamiques et personnalisées dès le premier clic. Ah, bah, pas mal d'argumentaires pour tester la solution. Petite question, je ne sais pas si la solution est disponible sur des différentes, en différentes langues. En différentes langues? Oui. Oui. Alors, très bonne question. Donc la solution, oui, est disponible on va dire en toutes les langues classiques, toutes les langues indo-européennes. Pour le chinois et le japonais qui obéissent quand même à des logiques très très différentes de nos langages à nous, on aurait du travail à faire, un travail qu'on n'a pas encore fait aujourd'hui. Mais pour toutes les langues classiques, on va dire, ça fonctionne. On a des sites bulgares, on a des sites difficile pour nous de suivre vraiment comment ça se passe, mais on constate qu'il y a bien des recommandations et qu'elles sont bien pertinentes. Donc oui, ça marche avec tous les langages classiques. Puis par ailleurs, oui, enfin, puis après, enfin, de manière basique, après les outils de gestion sont disponibles également en français et en anglais pour nos différents types de clients. D'accord. Alors Tiffen avait posé une question sur la réactivation des clients. Quelles sont les statistiques de transfo? Est-ce que tu peux apporter quelques précisions là-dessus? Quand tu réactives un client, est-ce que donc il y avait eu quelques chiffres qui avaient été donnés, mais est-ce que tu peux préciser peut-être un petit peu sur... Oui, alors j'ai pas de... Alors, sur la réactivation des clients. Non, j'ai malheureusement pas de statistiques là à sortir de mon chapeau. Faudra que j'aille voir ça, j'irai voir ça juste après le webinaire. De manière générale, il faut s'attendre à ce que ce soit très variable. C'est très variable parce que, en fonction de la nature des produits que vous vendez, comment dire, chaque business, chaque commerce a une sorte de cycle naturel. Quand on est but et qu'on vend des machines à laver, c'est pas la même chose que quand on est le boulanger et qu'on vend des petits pains au chocolat.
on a un besoin de petits pains au chocolat très régulier. On a un besoin de machine à laver beaucoup moins régulier. Donc là, mécaniquement, la réactivation des clients obéit à des règles différentes. Vous ne pouvez pas réactiver un client qui vient d'acheter une machine à laver avant quelques années. Alors, éventuellement pour lui vendre une télé ou lui vendre autre chose. Mais sur la machine à laver, vous allez devoir attendre. Donc, en fonction des... Donc, c'est vraiment une réponse de Normand que je donne, mais j'ai pas mieux. En fonction de la nature de business, vous devez déjà fixer on va dire l'horizon de temps auquel vous allez demander ou inviter vos clients à revenir. Et ensuite, vous aurez également des taux de retour qui vont varier en fonction de beaucoup de choses, de la relation que vous avez avec vos clients, ça c'est évident. Ça va varier également avec, je dirais, la concurrence. Il y a des produits qui sont beaucoup plus concurrentiels sur lesquels on est plus naturellement infidèle que d'autres. Donc là, en fonction du cas de votre business, vous aurez des réactivations un peu différentes. Ok. C'était ma meilleure réponse. Très bien. Que ça répond à la question. Donc, elle confirme, Tiffany confirme. Donc, on va, s'il n'y a plus d'autres questions, on va clore ce premier webinaire. Je vous remercie et au nom de Format West de votre participation à tous et à toutes. Effectivement, donc, merci à Teddy pour ton intervention et donc d'avoir inauguré la Format West Academy. Donc, j'espère qu'effectivement ça répond à une demande. Et puis, si c'est le cas, ben, on va continuer. Comme le disait Jean-Luc en introduction, on va vous... Alors, je reprends la main pour vous présenter le programme à venir. Si il veut bien me l'afficher, un petit temps de latence. Donc Thibaut, qui était présent dans la salle, va intervenir donc de Moment dès la semaine prochaine pour parler de marketing prédictif. Thibaut, si je peux te passer rapidement un petit peu la parole, si tu veux introduire ta conférence de la semaine prochaine. Alors, est-ce que tu as un micro connecté? Je lui donne du son. Voilà, je lui ai donné le son. Et apparemment, son micro est coupé, Thibaut. Il nous dit si ça marche ou pas. Sinon, de toute manière, Moment sera présenté la semaine prochaine. Je vais essayer de te redonner le son. La webcam peut-être. C'était pas prévu, donc je sais pas si tu es configuré pour pouvoir nous présenter ça rapidement. Bon, on vous laisse effectivement prévoir votre rendez-vous maintenant. Alors là, il y aura un webinar effectivement la semaine prochaine. Et après, sinon, on va prendre le rythme d'une fois tous les 15 jours. Et puis, donc, il y en a donc Moment la semaine prochaine. Bruno Frizetsky qui sera présent la semaine d'après. Donc, non, 15 jours après. Je vais vous redonner les dates précises. Je voulais vous partager l'écran. Donc, webinaire numéro 2, marketing comportemental et prédictif avec Thibaut Bonnefoy de Moment, jeudi 28 avril à 11h30, et social selling avec Bruno Friedlansky de Social Dynamite, le jeudi 19 mai, toujours à 11h30. Et puis pour ceux que ça intéresse, donc la première formation expert consacrée au SEO sous WordPress par Daniel Roch à Nantes, qui aura lieu le 23 juin. Et donc, pour toutes ces interventions, vous pouvez vous inscrire et puis diffuser l'information auprès de vos réseaux. Et puis, bien sûr, d'autres dates de webinaires vous seront communiquées via Format Web et via les réseaux sociaux. Voilà pour ce premier webinaire. Je propose qu'on
clôt ce premier webinaire et puis on se donne rendez-vous donc la semaine prochaine avec Thibaut. Merci à tous et au revoir. Merci. Au revoir. Bonne journée.